Bonjour tout le monde. Première Bonjour. question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous voyez? Ah, le Attendons de suspense. voir. Bonjour Clara, tout fonctionne, c'est Tout fonctionne, parfait. on est parfait. Et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement démarrer, parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui s'est connecté. Et donc du coup, bienvenue dans ce 11e épisode des Rendez-vous des experts. C'est un format qu'on a lancé en début d'année, entre 30 et 60 minutes d'échange avec des experts métiers des ESN, à qui on va demander tout au long de l'année des retours d'expérience du terrain et sur des thématiques bien spécifiques. Alors du coup, pour les habitués de cette série, vous vous demandez sûrement où est Charlie. Je vous rassure, elle va super bien. C'est juste que pour ce live, elle me prête exceptionnellement le micro. Je m'appelle Julien Jodot, je suis le responsable des partenaires chez Boon et je vais me charger de l'animation de cet épisode. Et du coup, en cette fin d'année, qui va être notre dernier épisode, on souhaitait aborder un sujet RH qui fait beaucoup de bruit, voire même énormément de bruit. À savoir, à partir de juin 2026, les ESN et les sociétés de conseil devront se mettre en conformité avec la directive européenne sur la transparence salariale. Et dans ce live, on vous propose de voir comment mettre en place ce chantier, ce que cela implique et surtout de partager ensemble sur comment en faire une opportunité stratégique pour l'attractivité des sociétés. Et donc du coup, pour évoquer ce sujet, j'ai la chance d'être accompagné d'Héloïse et de Virgile. Si vous voulez, je vous laisse vous présenter. Héloïse, je te passe le micro. Merci beaucoup, Julien, et bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Héloïse, je suis DRH chez Zenica. Donc, nous, on est une ESN de 600 personnes. On a 14 bureaux, donc principalement en France, mais aussi Singapour, Maroc et le Canada. Et avant de rejoindre Zenica, j'étais moi-même consultante. Donc, j'ai passé plus de 10 ans chez Accenture et chez PwC à Singapour pour mettre en place différents processus RH, notamment la partie qu'on va discuter aujourd'hui. Et donc, je suis ravie d'être parmi vous. Virgile. À mon tour, Julien, c'est ça, Yeah, j'imagine. c'est à ton Si tour, j'ai ouais. bien, si j'ai bien retenu les instructions. Ouais, logiquement, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, Virgile Ringard, je suis très content d'être là. Donc moi, j'ai une carrière dans les ressources humaines avant, dans des entreprises de toute taille, dans la rémunération, puis RH généraliste. Je fais un peu plus de 10 ans dans les RH et il y a 5 ans, j'ai créé Figure. Alors j'aime à dire que c'est l'outil que j'aurais aimé avoir quand j'étais RH pour gérer la rémunération. Et donc, chez Figure, on accompagne des entreprises de toute taille, dont Héloïse et Zeneca, pour gérer leur rémunération, digitaliser leur rémunération et maintenant les aider à se préparer à ce dont on va parler, la transparence des rémunérations à venir. Ça marche, cool. Merci de vous présenter. Petit rappel aussi, pour l'usage, de cette plateforme, vous avez la partie chat pour, pouvoir discuter et surtout la partie questions pour poser vos questions. Et là, je me dois de lancer le sondage du jour, à savoir: quel est, selon vous, le principal défi de cette directive? En attendant de, vous Je suis laisser, curieux. voter, ce qu'on va pouvoir également faire concernant, le sujet du jour. Virgile, prépare-toi psychologiquement, la première est pour toi. Virgile, selon toi, pourquoi la transparence salariale devient-elle un sujet incontournable pour les ESN en 2026? Et surtout, qu'est-ce que cette directive vient, réparer ou améliorer par rapport au dispositif actuel qui est à savoir l'index égalité? Ouais, c'est 2 excellentes questions. Donc déjà, on va beaucoup parler de ce que ça veut dire pour les ESN, mais en fait, ça touche donc toutes les entreprises et toutes les entreprises en France et toutes les entreprises, de l'Union européenne. Donc, c'est une directive européenne. Directive, c'est quoi, hein? C'est le Parlement européen qui dit en mars 2023, donc c'est pas nouveau, hein. Mars 2023, qui dit à tous les pays de l'Union européenne, vous avez jusqu'à juin 2026 pour retranscrire cet ensemble d'obligations dans votre droit local. OK. Et donc la France en fait donc partie. Et ce qui est intéressant, c'est parce que tu parles tout de suite de l'index EGAPRO, c'est que je pense qu'une des dans les confusions qu'il y a autour des obligations à venir, le projet de loi qui arrive en France, donc en France, ça va être transposé dans un projet de loi, et en fait, qui était proche de sortir en octobre dernier avant le changement gouvernemental. Donc là, on a quand même, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, quelques remous actuels, les questions de budget, etc. Mais une fois qu'on aura passé ces remous, il y a fort à penser que la France reprendra la chemin pour finaliser ce projet de loi.
Mais donc, il y a un ensemble d'obligations qui arrivent. On pense beaucoup au reporting. En effet, l'index EGAPRO actuel va être complètement remplacé par un nouveau ensemble d'indicateurs, de 7 indicateurs, ce qui va concerner les boîtes de 50 salariés plus en France dès 2027. Mais en fait, ce n'est pas qu'une question de reporting. Et je dirais même, et on en parlera un peu dans le webinaire, que la partie reporting et ce nouvel index EGAPRO, ce n'est pas un des plus gros enjeux à venir autour de la transparence de la rémunération. Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus forts et qui vont toucher les entreprises, et toutes les entreprises de toute taille dès l'an prochain. Alors, on reviendra peut-être dessus, mais on reviendra évidemment dessus, cet ensemble d'obligations. Mais par exemple, en petit teaser pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le contenu de la loi, et selon la dernière étude de l'APEX, je crois 55% des professionnels RH disent qu'ils ont peut-être entendu parler, mais ils ne savent pas vraiment ce qui est contenu dans la loi, hein, et dans les obligations à venir. Mais notamment, il y a, si je dois le citer, un élément majeur, c'est le droit à l'information. Les salariés vont pouvoir demander demain, on reviendra dessus, comment ils sont Ouais, c'est un payés nouveau comparé droit. à la moyenne de leurs collègues. Et ça, c'est un des changements qui est bien plus majeur que le reporting. Donc, par rapport à ta question, nouvel index EGAPRO en 2027, mais beaucoup d'autres obligations qui arrivent, et ce, dès la mise en place de la loi et dès 2026. OK, et du coup, par rapport à c'est vrai qu'à la timeline, enfin, on peut penser que les entreprises ont le temps, du coup, et du coup, est-ce que c'est un mythe pour vous 2 du coup, ou pas du tout? Eh ben, écoute, c'est super intéressant parce que ce matin, je m'amusais sur LinkedIn à faire la fable de la cigale et la fourmi. Je pense qu'on peut chanter et danser tout l'été, ou maintenant plutôt tout l'hiver, vu le timing, en se disant qu'on a le temps, on attendra le projet de loi. OK. Mais on va en parler maintenant. Ce projet de loi et les ramifications que ça a sont vraiment énormes. Et donc, les boîtes qui attendent, alors soit elles sont très bien préparées, on va revenir, elles ont déjà défini cette nouvelle notion de poste de valeur égale, elles sont déjà prêtes, elles ont déjà mesuré leurs écarts internes, hommes-femmes individuels, elles ont déjà formé les managers, elles ont déjà anticipé et sont prêtes, elles ont des fourchettes de salaire qu'elles sont prêtes à mettre sur les offres d'emploi. Si tel est le cas, je pense que nos amis cigales peuvent chanter et danser tout l'été. Elles peuvent prendre un peu de temps avant de s'y préparer. Mais la majorité OK. des entreprises, et ça je le dis, j'ai parlé maintenant à je pense, des centaines d'entreprises ces 2 dernières années, n'ont pas fait tous ces éléments-là. Et c'est tellement le chantier important, et on va parler de pas mal de ces chantiers, et je pense qu'Héloïse en parlera, que s'imaginer que si le projet de loi sort en mai 2026 avec une date d'application en juin ou en juillet, on a le temps de se préparer dans ces semaines-là, je pense que c'est illusoire pour 95% des entreprises. Et du coup, toi, Héloïse, est-ce que tu penses que tu as le temps? Alors nous, on a commencé à le mettre en place, donc OK. on est en chemin, et on en parlera tout à l'heure. On a mis les premières briques. On le fait collectivement et de façon itérative. Et donc, on devrait être prêt, même si évidemment, ça reste quelque chose qui se travaille en continu. Ça marche. Je ne sais pas si tout le monde a pu voter pour le sondage. Je ne sais pas si tu as la main. Alors du coup, on a Sarah, pardon, qui est dans l'ombre aussi, qui peut potentiellement aussi donner l'information. Et moi, de ce que je vois au niveau du sondage, ce qui arrive en premier, c'est le risque de comparaison et des tensions en interne. Du coup, concernant, quel est selon vous le principal défi de cette directive? Donc OK, donc on est sur les risques de comparaison et de tension. Vous avez un petit mot sur le sujet pour le coup? Héloïse, t'en dis quoi? Je trouve que c'est un sujet très intéressant, que j'ai vu le sondage et je me suis dit, c'est soit celui-là, soit la communication aussi, qui va faire Ouais, pas ouais, je mal. pense à la com, moi, pour le coup, ouais. Ouais. Ouais, dans les entreprises. Pour tout ce qui est comparaison, ce qui est intéressant, c'est que la directive, en fait, ne change rien au réel qu'on a aujourd'hui dans nos entreprises. En fait, elle met juste en avant des écarts qui pouvaient déjà y avoir. Donc, ça va nous forcer à travailler sur ces écarts et à les résorber. Et c'est peut-être là-dessus, du coup, qu'on pourra communiquer pour mettre en place la politique salariale de 2026. OK. Ouais, moi je suis assez d'accord avec le risque souligné, hein. Ce risque-là, c'est ce que ça va amener en interne, et c'est les tensions, voire plus que les tensions. C'est que si on zoome un peu là-dessus, hein, pourquoi on parle de comparaison interne, c'est que donc ce droit à l'information, tous les salariés ont le droit de demander, je veux savoir comment je suis payé, à la moyenne des gens qui font le même poste ou un poste de valeur égale. On pourra revenir sur cette notion de poste de valeur égale, et notamment le détail comment comparer aux hommes et comparer aux femmes. Et ce droit-là, il est extrêmement intéressant parce que c'est donc complètement nouveau. Ça va mettre en lumière des potentiels écarts, comme le disait Héloïse. Et je pense que tout écart, et c'est ça l'essentiel de ce qui arrive, tout écart qui ne sera pas bien justifié auprès des salariés. Les salariés qui vont penser que ces écarts sont injustifiés, ben, ils vont être mécontents, potentiellement mécontents et peut-être un peu toxiques autour d'eux, potentiellement partir et potentiellement aller au contentieux.
Et je pense qu'au-delà d'un risque de comparaison et juste de la tension interne, il faut garder en tête qu'un contentieux maintenant, et il y a des nouvelles notions dans la directive, qui s'appelle le renversement de la charge de la preuve. Si on va en contentieux, si un salarié va poursuivre son entreprise en disant, vous savez quoi, moi je pense que je suis sous-payé, je pense qu'il y a de la discrimination salariale. Je pense que le fait que je sois payé 12% de moins de mes collègues, c'est de la discrimination salariale. Et bien, avec ce qui arrive dans la directive, dans les lois, il y a le renversement de la charge de la preuve. Ce que ça veut dire, c'est que ce ne sera pas au salarié d'amener la preuve de discrimination. Ce sera qu'en cas de contentieux, si un salarié va attaquer son entreprise, ce sera à l'entreprise de prouver, non, ces 12% d'écart avec vos collègues sont justifiés par des éléments objectifs et non sexistes. Et pour un petit info, tu as mal négocié n'est pas un élément objectif et non sexiste. Et c'est ça le cœur du problème et c'est le plus grand risque selon moi. Tu parlais de négociation et c'est vrai que c'est un des effets du coup de cette, directive, notamment c'est sur la partie recrutement entre autres et notamment dans les phases, des premiers entretiens. En gros, le premier changement clé, c'est, en gros, qu'est-ce que ça va impliquer? L'obligation d'afficher une fourchette salariale dès l'embauche dans les ESN, du coup, ou de manière générale. Ouais, donc déjà, avant de laisser Héloïse parler de ce que ça est spécifiquement pour les ESN, parce qu'elle est bien plus compétente que moi là-dessus, c'est donc, en effet, il va falloir afficher les fourchettes de salaire à chaque fois qu'on poste un job. Donc déjà, c'est nouveau pour beaucoup d'entreprises. Je pense que si on prend un peu de recul, je pense que c'était le sens, j'aime à dire que c'est le sens de l'histoire. Moi, je dis toujours que sur ce sujet-là, c'est une anomalie de l'histoire qu'il n'y ait pas les fourchettes de salaire sur les offres d'emploi. C'est comme si on allait visiter des maisons pour acheter une maison et avant la troisième visite, on va pas parler de prix d'achat, donc on visite la maison, on va faire ses courses, on arrive à la caisse, on découvre le prix. C'est une anomalie de l'histoire que ce ne soit pas le cas, ça va être résorbé. Et je dirais qu'en plus, ce couple-là, ça a un changement fort, il sera interdit de demander aux candidates et aux candidats leur salaire actuel. Donc ça aussi, c'est un point fort, puisque selon l'APEC, encore une fois, la dernière étude de l'APEC, c'est 60% des entreprises qui ont encore cette pratique. Donc voilà les changements qui arrivent pour les entreprises. Je vais laisser Héloïse zoomer un peu sur ce que ça veut dire pour les ESN. Merci, Virginie. Ce que ça veut dire pour les ESN, c'est, j'imagine que beaucoup d'entre vous, du coup, ont des développeurs ou des consultants qui sont à la journée avec un TJ, que derrière, vous avez peut-être des salaires en fonction du nombre d'années d'expérience, parce que c'est ce que demandaient la plupart des clients sur ce type de format. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi plutôt allés vers des modes projet. Ce que ça va changer pour nous, globalement, c'est qu'il va falloir qu'on soit très spécifique sur les types de postes et les types de seniorité qu'on attend. Parce que du coup, c'est pour ceux et celles qui ont des grilles avec un nombre d'années d'expérience, c'est difficile de mettre « je voudrais un senior avec 10 ans d'expé ». Donc forcément, vu qu'on va avoir une fourchette d'expérience, ça va demander aussi du coup des fourchettes de salaire. Je trouve que la très bonne nouvelle là-dedans, c'est ça fait gagner du temps sur la partie recrutement, puisque du coup, vont postuler les gens qui rentrent dans cette fourchette-là. Et c'est beaucoup mieux plus facile de le faire en début de process. Ça fait gagner du temps pour tous les autres qui passent derrière. Et puis, du coup, ça évite aussi la partie négociation salariale à la toute fin du processus. Parce que du coup, ce sera déjà cadré avant et tout le monde aura le minimum de la grille, le maximum de la grille. Et ça va aussi nous aider à pouvoir l'expliquer. Dans les Du coup, tu es en train de dire du coup, que la fourchette salariale doit plutôt se rapprocher du réaliste et resserré, pour le coup? Ça, pour moi, ça dépend évidemment de comment chacun et chacune veut le mettre en place dans son organisation. Et je sais que c'est un sujet qu'on voulait aussi, dont on voulait parler aujourd'hui. Est-ce que du coup, cette directive va avoir un impact sur les TJ, sur les marges? Ça va dépendre de comment est-ce qu'on le met en place, justement. Est-ce que, du coup, on met en place par rapport au réel? Et du coup, si on met en place par rapport au réel, ça va nous forcer aussi à regarder où est-ce qu'on se situe aujourd'hui dans les rémunérations qu'on a. Ou est-ce que, du coup, on le met en place par rapport à où on aimerait bien se trouver au niveau du marché. Et ça, c'est des approches qui sont différentes et du coup, chaque entreprise pourra... Ouais, c'est vrai, tu as un petit peu anticipé la question sur le sujet, pour le coup, sur le TGV, tu fais bien en parler, on reviendra dessus pour le coup. Ça marche. Il y a un deuxième changement qui va être, tu en parlais justement, Virgile, qui est le droit, qui est un nouveau droit. Les salariés pourront justement demander le salaire moyen de leur catégorie et du coup, comment, Héloïse, les ESN doivent-elles se préparer à ce nouveau droit? Et du coup, tu viens de le mentionner. Et Julien, merci pour ça. On en parlait tout à l'heure en disant, dans beaucoup de SN, comme on est la plus grosse partie, ça va être sur la partie TJ, donc un consultant ou un dev ou une dev placé à la journée, et du coup, des grilles derrière qui sont plutôt sur le nombre d'années d'expérience. Là, ce que ça va demander, et je vois une question dans le chat d'ailleurs qui est par rapport à ça, c'est à mettre en place des grades.
du coup, pour des niveaux, de se poser la question, qu'est-ce que... et du coup, je prends les niveaux qui sont indiqués par Lina dans le chat. Qu'est-ce qu'un junior? Qu'est-ce qu'un senior? Qu'est-ce qu'un manager? Qu'est-ce qu'on attend en termes d'impact? Quelles sont les compétences qu'on attend? Et en fait, ça, c'est le premier travail qui va servir de base derrière pour pouvoir mettre en place des choses qui soient égalitaires, faire et qu'on saura expliquer aux salariés. Ok, parfait. Bah, du coup, merci Lina pour la question. Du coup, ça permet aussi à Héloïse de rebondir dessus. Et pareil pour Virginie, Virginie, tu l'as évoqué rapidement justement. Il y a un troisième pan qui est le reporting obligatoire. Du coup, ça signifie quoi concrètement? Voilà, déjà de manière générale, pour les ESN et notamment celles de plus de 250 salariés. Ouais, alors c'est intéressant parce que, comme tu le dis, il y a plusieurs points. Donc, la directive a défini 7 nouveaux indicateurs que la France a déjà confirmés comme étant les 7 futurs indicateurs de l'index EGAPRO. Donc, l'index EGAPRO actuel va disparaître. Donc, ça, c'est un point important. Il va être remplacé par ces 7 nouveaux indicateurs. Il y avait une discussion en cours sur le fait de rajouter en 8e indicateur, de garder un des indicateurs actuels qui est le suivi des augmentations de salaire pour le retour de congé maternité. Et quand je dis qu'il y a discussion en cours aussi, c'est le moment de juste préciser, j'ai pu le savoir parce que j'avais rencontré le conseiller de la ministre du Travail qui travaillait sur la transposition de directive en droit français. Donc, j'avais pu lui parler de certains des sujets. Et donc, de toute façon, ils avaient été assez clairs. On va reprendre ces 7 nouveaux indicateurs et on va les mettre dans le droit français. Donc, avec 7 nouveaux indicateurs, il y a la moyenne, la différence entre la moyenne de rémunération des hommes et des femmes, totale, la médiane, la différence de la médiane. Ce détail, et ça, c'est un point important, parce que ça nous amène à un point qui est mal compris sur la directive, le détail par élément de rémunération. Ce n'est pas la transparence des salaires. L'idée, parce que souvent, en premier abord, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Ok, bon, il va falloir transparence sur les salaires. Moi, je pourrais faire ce que je veux sur la rémunération variable. » Non. Que ce soit dans le droit à l'information, donc dans le reporting, il faudra donner pour chaque élément de rémunération le variable, mais potentiellement même, on va voir comment ça va être transposé, les voitures de fonction, dire « Ok, exact, les femmes sont éligibles ou touchent cet élément-là et quel est le montant moyen des hommes et des femmes. » Donc ça, c'est le troisième. Un élément qui est la distribution par quartile. Il va falloir positionner son entreprise et la séparer en 4 quartiles, des personnes les plus des mieux payées jusqu'aux personnes les moins payées. Donc les 25% les plus payés, les 25% d'après, etc. Et ça, c'est un excellent indicateur qui est inspiré du reporting anglais, qui est en place depuis plusieurs années, qui permet de voir, OK, j'ai moitié d'hommes, moitié de femmes dans mon organisation. Néanmoins, quand je regarde les 25% les plus payés, j'ai 72% d'hommes. C'est assez courant dans le marché, c'est notamment à cause de l'effet de plafond de verre. Et donc ça, c'est encore un indicateur. Et en fait, ça nous amène au dernier indicateur, le 7e, qui est le plus critique. Le 7e dit, pour chaque catégorie de travailleurs, on va revenir dessus, parce que c'est une notion importante. Et en plus, il y a des questions autour de ça, au niveau des grades, etc. Chaque catégorie de travailleurs, il faudra calculer le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des femmes. Enfin, la rémunération moyenne des hommes, la rémunération moyenne des femmes. Si écart de plus de 5% dans au moins une de ces catégories, il faudra aller mener une évaluation conjointe des rémunérations avec ses représentants du personnel. C'est-à-dire qu'il faudra aller dire, sur un de mes postes, donc je reprends, je crois que c'était la question de Lina qui était excellente, Lina aussi, senior développeur front-end, j'ai eu un écart en faveur des hommes ou en faveur des femmes d'ailleurs, même si c'est évidemment moins fréquent. Je dois aller justifier pourquoi ces écarts-là existent sur des faits objectifs. Et si je n'arrive pas à le justifier, il va falloir que je mette en place un plan d'action et que je suive ce plan d'action avec mes élus. Donc ça, c'est les nouvelles obligations. Et pour finir, tu mentionnais 250 personnes. En effet, la directive dit qu'il faut que ce soit applicable pour au moins les entreprises de plus de 250 personnes en 2027. Mais la France a déjà dit ce sera les entreprises de plus de 50. Et selon les informations que moi j'ai eues, ce sera les entreprises de plus de 50 dès 2027 qui devront faire le reporting. Pas de délai pour ces entreprises de 50. Décider d'être plus contraignant que la directive européenne. Ok, ça marche. Héloïse, tu as un point de vue dessus? Sur là-dessus, du coup, je pense que Virgile a fait vraiment le tour de la question pour le coup, avec toutes les choses qu'il va falloir qu'on mette en place. Ce qui est intéressant, c'est effectivement les écarts hommes-femmes aussi, ce que ça va apporter. Je sais qu'en interne, on a déjà des premières questions, et donc ça va aussi nous permettre de cadrer le sujet et d'avancer conjointement avec nos élus pour réduire cet écart. Et donc, de savoir aussi que c'est 5% d'écart, c'est intéressant du coup de garder en tête. Très bien, parfait. Et bien du coup, on enchaîne du coup sur le sujet suivant, parce que du coup, on parlait de ce qui va venir, mais
faut préparer tout ça déjà. Non, logiquement, on est censé l'avoir déjà préparé, ce qui est le cas pour Zenica. Et justement, si on parle des ESN, qu'est-ce que les ESN auraient ou devraient avoir posé en 2025 pour préparer et être prêts en 2026 sur le sujet? C'est ce qu'on a commencé sur ce quoi on a commencé à échanger sur la partie grade, du coup, avec les questions notamment de Lina, de se dire, en fait, beaucoup de SN sont encore dans un schéma, et c'est aussi parce que les clients, aujourd'hui, la plupart des clients le demandent encore, pour ceux qui sont sur de l'assistance technique, avoir un nombre d'années d'expérience. Mais du coup, pour pouvoir mettre en place les grilles de salaire, vu qu'une grille, c'est sur plusieurs critères en même temps, il nous faut du coup le grade, et puis c'est ça qui va nous permettre du coup d'avoir une fourchette. Ouais, c'est ça, parce que le fait de mettre la grille, faut penser à mettre la grille, mais pour autant, faut pas non plus, en gros, par où on commence sans tout exploser, quoi, du coup, donc C'est ça, sachant que c'est un gros changement. Pour celles qui partent ouais. de l'assistance technique avec un nombre d'années d'expérience et puis du coup un salaire en face, et qui derrière du coup fait une marge, ça va être différent, parce que là on parle plus du coup d'un niveau finalement, d'un grade, d'un niveau d'impact chez les clients, d'un niveau de compétence, ce qui est une discussion qui est très différente. Donc ça pour moi c'est le premier jalon. Ce qui est vraiment clé, c'est de bien l'anticiper, de le discuter aussi en interne, parce que ce changement-là, du coup, il va avoir des impacts sur les personnes. Bah, Le ouais, Oui. ça fait partie du sondage, justement, c'est les risques et les tensions et justement, comment tu fais pour, éviter, heu, enfin, concrètement, toi, chez Zenica, comment tu fais ou comment tu as fait pour communiquer en interne, du coup? Alors on a mis en place, du coup, ces différents grades, de façon assez progressive. En discutant du coup, en faisant conjointement, collaborativement avec différentes personnes. On l'a aussi testé dans des premières agences pour voir les feedbacks et OK. regarder est-ce que ce framework, pourquoi est-ce qu'on est en train de mettre en place? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que les gens s'y reconnaissent aussi? Et on a itéré. Donc au départ, on partait avec 5, on a fini avec plus de critères que ça. Enfin voilà, on a vraiment fait quelque chose tous ensemble pour que derrière, il y ait le plus de compréhension du coup possible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que du coup, comme c'est un vrai changement en fait dans la façon de se projeter dans sa carrière, c'est important du coup que chacun et chacune puisse en comprendre les tenants aboutissants, mais aussi qu'est-ce qui est attendu de moi et comment est-ce que je peux progresser moi dans ma carrière. Ça marche et du coup, ça c'est passé par quel moyen, du coup, en termes de communication? Vous avez Alors, on a beaucoup communiqué. Nous, on a des meetings tous ensemble, du coup, chaque mois, des réunions. Donc, du coup, évidemment, on a utilisé ça. On l'a fait aussi en local. Comme on a 14 agences, on a des directeurs, directrices d'agences qui ont aussi fait passer les messages. Et du coup, on a repris derrière les différents retours qu'on a eus. On a fait un processus qui était itératif. Donc, on est parti sur une première version, on a continué à l'améliorer et on continuera encore à l'améliorer. Puisque ce qui est important, c'est que tous les salariés comprennent où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, où est-ce qu'ils pourraient aller, et qu'on travaille collectivement à développer nos compétences du coup ouais, et à ce que chacun et chacune puisse aller dans le chemin qui lui donne le plus envie. ouais, qu'ils se disent pas qu'il y a un loup quelque part, quoi, du coup. Ça marche et justement, en reparlant de toute la partie, hem, recrutement aujourd'hui, alors là, la question est vraiment pour vous 2 et après plus spécifiquement pour toi, Héloïse. Justement sur la transparence salariale, comment elle peut accélérer un recrutement en ESN et dans une société? Alors dans les ESN, surtout que c'est un marché un peu sous tension, mais au-delà de ça, parce que du coup, vu que c'est une grille qui va être affichée et en toute logique, dans le passé, c'était aussi un élément de négociation et du coup, quid de cet élément de négociation qui n'en est plus un, du coup? Plus un, il faut, en tout cas, ça va être la négociation. Alors déjà, plusieurs choses. Déjà, en effet, le but de la directive, c'est un des buts, c'est idéalement d'éliminer le plus possible la négociation. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas précisé, mais l'origine de la directive, c'est un groupe de travail au niveau européen qui a commencé, je crois, en 2019 et qui a accouché de la directive en 2023. Le Mmh. sujet de base était comment accélérer la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Il faut savoir que les écarts se réduisent d'année en année, mais à une vitesse tellement faible qu'on en aura encore pour 200 ans pour arriver à une forme d'égalité. C'est-à-dire que, ils se sont dit, OK, la transparence, c'est un vecteur de création d'équité et notamment de réduction des écarts hommes-femmes. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, en effet, la négociation, il a été montré par beaucoup d'études que la négociation, à chaque fois qu'il y a une négociation, notamment au niveau de la rémunération, cela va pénaliser les femmes.
pour 2 raisons. En moyenne, elles négocient moins et même à demande égale, on leur donne souvent moins ce qu'elles demandent que les hommes. Donc, c'est à double peine, puisqu'en plus, souvent, il y a un côté culpabilisateur qui est complètement à casser de vous avez qu'à mieux négocier, les femmes doivent apprendre à négocier, etc., qui n'est pas responsabilisant. Donc, c'est aux entreprises de s'assurer que la rémunération est équitable. Et c'est ce que viennent faire ces lois-là. C'est-à-dire, c'est de responsabiliser les entreprises sur le fait que si elles créent des écarts, elles le font de manière justifiée, pas pour la négociation. Et donc, si on zoome, la négociation ne va pas forcément disparaître. Parce que, mais elle va changer. Déjà, elle va être plus cadrée, parce qu'on ne va pas avoir des négociations, on va avoir des fourchettes de salaire affichées. Donc déjà, la négociation va être un peu plus cadrée. Elle ne va pas se baser sur le salaire actuel de la personne, parce qu'on ne pourra plus lui demander. Elle devrait se baser en tout cas sur ce que l'entreprise propose et les prétentions, qui sont encore possible de parler de prétentions. Donc en tout cas, déjà, elle va se cadrer un peu plus, elle va se normer un peu plus. Il va y avoir une plus grande symétrie et équilibre de rapport de force entre candidat et entreprise, parce que historiquement, l'entreprise savait très bien ce qu'elle pouvait payer et ce qu'elle était prête à payer. Les candidats ne savaient pas. Et donc, des fois, là, il y aura plus d'informations. Donc, ça va changer la nature de la négociation, mais il y en aura moins. Elle sera plus informée du côté candidat et candidat. Elle existera malheureusement encore un peu. Mais ce sera à l'entreprise de faire attention à ce qu'elle n'ait pas un gros poids dans la décision finale, parce que ce n'est pas la capacité de négociation, n'est pas un élément objectif qui justifie des écarts. Donc, on converge à moins en moins de négociations. Elle ne va pas en tout cas disparaître dans un premier temps, je pense. Ok, ça marche. Et du coup, toi, Héloïse? Oui, je trouve que dans ce que dit Virgile, il y a quelque chose qui est important, c'est je vois beaucoup d'entreprises qui demandent le salaire de la personne actuelle, le salaire actuel de la personne pour embaucher, et du coup, en fait, ça continue à créer des inégalités, puisque finalement, si on n'avait pas négocié notre salaire précédent, qu'on était en dessous, en fait, on continue à être en dessous, entreprise après entreprise. Donc ça devrait gommer, ce qui est une bonne nouvelle, notamment pour les gens qui étaient en dessous en termes de salaire. Et du coup, pour la partie recrutement, je suis totalement d'accord avec Virgile. Il y a la partie du coup offre qu'on va faire à la fin, et qui du coup est plus cadrée, parce que la personne qui aura postulé en fait, était au courant de la partie salaire. Et à nous ensuite, dans cette fourchette-là, de pouvoir expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on positionne cette personne-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en interne, comment est-ce qu'on s'assure que ce soit équitable avec les personnes qu'on a en interne. Pour que derrière, ce soit le plus facile pour la nouvelle venue de comprendre la partie salaire avant de nous rejoindre. Ça marche. Et du coup, est-ce que ça a un impact, du coup, alors si on prend le cas de Zenica, en termes de part homme-femme, est-ce que du coup, cette grille salariale, le fait que tu l'aies expliqué en interne, déjà, est-ce que déjà d'une, ça a rassuré en interne la population féminine? Est-ce que ça les a encore plus motivés, du coup, est-ce que du coup, tu les retires mieux? Et de manière générale, pour Virgile aussi, est-ce que toi, tu remarques aussi un sujet, un écart sur le recrutement homme-femme, que ce soit dans le milieu global ou si tu as des informations sur les ESN, est-ce que tu as ce type d'infos? Est-ce que vous On avez n'a pas vu d'effet marqué sur les ESN, en tout cas dans l'échantillon que l'on a, de se dire qu'elles étaient des meilleures élèves ou des moins bonnes élèves spécifiquement. Donc, pas de gros signaux là-dessus. Et après, sur ta question, c'était la différence de rémunération hommes et femmes en recrutement? Ouais, exactement, ouais, ouais. Est-ce que Nous, tu en fait, c'est marrant parce qu'on l'a jamais retesté. Ça me donne envie de le tester. On n'a jamais regardé nos données. On n'a jamais regardé nos données, mais par ailleurs, il y a d'autres études qui l'ont montré qu'en effet, c'est un point super important. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire même poste, même diplôme, même niveau d'ancienneté, etc. Le plus grand créateur d'inéquité de rémunération entre les hommes et les femmes, c'est la capacité de négociation. Donc, pas la capacité d'ailleurs, c'est la place laissée à la négociation. La capacité, ça sous-entendrait que c'est un problème qui vient de manque de capacité des femmes à négocier. Alors que c'est complètement différent, il y a des biais sociétaux là-dedans, etc. Donc, nous, on n'a même pas regardé ça dans nos données internes, parce qu'il y a déjà beaucoup d'études qui l'ont montré. C'est-à-dire que donc on l'a même pas revu et on n'a pas de data vraiment sur spécifiquement est-ce que les ESN seraient des meilleurs élèves ou moins bons élèves. Je ne sais pas s'il y a des raisons de penser qu'il peut être meilleur ou pas. Je ne sais pas si Héloïse, toi, tu avais des angles pour réfléchir à ça, mais je n'ai pas trop d'avis. À mon sens, après ça dépend aussi de la communication qui a été faite en interne, mais du coup, du fait du secteur d'activité qui est lié pour beaucoup au TJ et du coup aux marges, c'est, à mon sens, plutôt, la plupart seraient plutôt vers des bons élèves, parce qu'en fait, on est obligé, en termes de modèle économique, de calculer ça.
Donc j'imagine, et vous pouvez d'ailleurs nous le dire aussi dans le chat, que la plupart ont déjà une sorte de grille qui a été amorcée avec un nombre d'années d'expérience et un salaire. Pour nous, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, sur la partie grille, collaborativement, et donc qui sera itératif. Et Julien, tu nous posais la question de est-ce que ça va changer des choses en interne. Très fondamentalement, c'est sûr, parce qu'en fait, en donnant de l'information à chacun et chacune, et en expliquant aussi comment on l'a mis en place, qu'est-ce que ça va impliquer, où est-ce que chacun et chacune se situe, ça va forcément enlever aider chacun du coup à comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui et du coup peut-être à mieux accepter, à avoir des discussions sur la partie compétences et du coup grade dont on parlait tout à l'heure. Remettre l'enjeu sur le développement des compétences, puisque on disait, là on parlait beaucoup de rémunération, mais du coup c'est la partie notre figure est aussi un peu plus large que la rémunération. Il peut y avoir le salaire, il peut y avoir plein d'autres choses aussi qu'on offre. Ok. Voilà, je trouve ça important d'avoir cette discussion. Et justement, tu évoquais le sujet du TJ, de la marge de manière générale, dans le monde des ESN, pour le coup. Cette directive, elle peut faire peur dans le sens où on peut se dire que ça tire les salaires vers le haut et donc du coup que ça va venir dégrader la marge des ESN. Alors du coup, est-ce que c'est un vrai risque ou simplement une idée reçue? Et du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va dépendre de comment est-ce que ça va être mis en place par chacun et chacune dans l'entreprise. Globalement, on est tous à différents niveaux. Est-ce qu'on paye au marché? Est-ce qu'on paye en dessous, au-dessus? Chaque entreprise se situe quelque part aujourd'hui. L'idée, c'est que la transparence n'amène pas forcément un changement à ce sujet-là. L'entreprise peut très bien décider de maintenir son niveau de rémunération actuel, de le formaliser finalement. Oui, fait de l'anticiper de manière générale. C'est ça. Ouais. Donc voilà, ça n'impactera pas forcément. Après, du coup, c'est une politique salariale à mener. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde les études qui ont été faites dans les endroits où il y a eu une transparence accrue, alors que ce soit dans des géographies type Danemark historiquement, ou dans des cas un peu plus spécialisés. Par exemple, il y a eu je crois que c'était en Californie, où à un moment donné, les rémunérations moyennes par catégorie et grade sont devenues publiques. Et donc, quel impact ça a eu sur les rémunérations? On converge vers, en moyenne, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça va devenir une inflation des salaires, au contraire, ça va aller baisser, ça va stagner ». Ce que disent les études qui ont été faites sur le sujet, c'est globalement, ça a tendance à plutôt ralentir l'augmentation générale et surtout ralentir les augmentations des hommes et augmenter celles des femmes. Parce qu'en fait, il y a un rattrapage des écarts qui se fait et qui pénalise les femmes. Et il ne se fait pas en augmentant tous les hommes de la même manière et en augmentant plus les femmes qu'avant. Il se fait en fait en augmentant moins les hommes et en augmentant plus les femmes. En moyenne, c'est ce qui s'est passé dans ces marchés-là. Et notamment aussi parce qu'il y a une vraie crainte des entreprises et ça c'est un côté que je trouve un peu dommageable, peut-être que ce sera moins le cas en ESN, de moins augmenter ou récompenser les top performers ou de faire des augmentations qui pourraient être un peu sorties de ce qui est de la norme. En fait, dire désolé Julien, j'aurais aimé te donner 15%, mais tu sais, avec la transparence maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, donc je vais te donner moins de prévu. Parce qu'en plus, j'ai besoin de plus de budget pour rattraper ceux qui, notamment les femmes, sont peut-être un peu sous-payés historiquement. Donc, ça a plus de chances de faire une homogénéisation de la rémunération, potentiellement un petit ralentissement, parce qu'en fait, il y a des craintes de trop augmenter. Ça reste à voir. Et donc, comment ça impacte la marge? Est-ce qu'au final, en grande masse, ça aura plus de sens de ne pas l'impacter ou même au contraire l'améliorer avec un peu de recul, à voir. Ok. Et j'ai une question qui me vient là très, très rapidement, parce que Héloïse, tu parlais de Zenica 14 agences, si je ne me trompe pas, c'est ce que tu disais. Est-ce que cette directive peut aussi favoriser la mobilité, si vous êtes ouvert à la mobilité, d'agence en agence? Parce que du coup, forcément, les grilles vont être visibles par tous. Est-ce que si tu souhaites faire venir du monde ou est-ce que des gens souhaitent se délocaliser, est-ce que c'est aussi un sujet qui a été abordé chez vous? Alors aujourd'hui, chez nous, la mobilité est assez accessible. Ça veut dire que la personne qui veut bouger dans notre agence, globalement, peut lever la main et du coup, il y a cette mobilité-là. Et en tout cas, chez Zenica, alors peut-être que ce sera le cas pour d'autres ESN, ça ne va pas particulièrement impacter le fait de pouvoir bouger d'une agence à l'autre, puisque c'est déjà vraiment le cas. Ok, ça marche. Et toi, Virgile, du coup, est-ce que tu vois des choses, t'as des choses à dire Alors, sur ce le qui est sujet? intéressant, c'est que
pareil, les études ont montré, je fais les études et ce que je commence à voir dans les entreprises. Les études ont montré que plus de transparence sur les fourchettes de salaire avait tendance à augmenter la mobilité, parce que les salariés, en tout cas pas en tant qu'agence, mais vers les autres métiers, parce que des fois, des salariés réalisaient qu'ils pouvaient gagner plus en changeant de filière. Donc, ça a augmenté la mobilité. Ça a aussi montré qu'en fait, la transparence, c'est ce qu'on appelle la transparence horizontale, c'est de savoir comment sont rémunérés les postes autour de soi. Et ce qui a été appelé la transparence verticale, c'est l'idée de savoir combien les gens sont payés au-dessus et en dessous, ou des fourchettes de salaire, etc. Ça a tendance à améliorer la motivation des salariés qui réalisent qu'ils peuvent être bien plus payés en progressant, donc en moyenne. Donc ça, c'est ce qu'ont montré les études, ce qui était assez intéressant. Maintenant, sur la mobilité, il y a un effet contraire que je vois dans les entreprises, qui est, des fois, la mobilité interne peut amener des gens qui changent de métier et qui vont dans un poste moins rémunérateur, mais on ne va pas leur baisser leur rémunération, et donc ils se retrouvent dans une nouvelle catégorie. Et ça aurait tendance à faire des gens qui se retrouvent plus payés que les gens en poste, à monter la moyenne vers le haut. Et au contraire, j'ai plus des entreprises qui me disent, est-ce que la mobilité, ça ne va pas me créer des tensions en interne, on en parlait au début, ou des risques, parce que ça risque de faire un déséquilibre qui existe aujourd'hui, mais qui est juste dans le monde de l'opacité actuelle, contrairement au monde de la transparence de demain, un peu moins visible. Et donc, au contraire, il y a des chances de se dire, est-ce que la transparence pourrait être un frein à certaines formes de mobilité qui pourraient remettre en cause l'équité interne quand c'est des mobilités entre des postes qui n'ont pas les mêmes conditions de rémunération? Alors, du coup, ça m'amène à la prochaine question, pour le coup, à savoir que cette transparence salariale, est-ce que c'est un outil, de fidélisation, dans un secteur où la volatilité peut être forte, notamment pour la partie ESN? Et de manière générale, est-ce que c'est un outil de fidélisation, dans les structures, du coup, cette grille de transparence? Alors moi, de manière générale, avant de laisser à Héloïse réfléchir à ce que ça va être côté ESN, en fait, voilà ma prédiction. On peut avoir beaucoup d'opinions là-dessus. Voilà C'est la l'instant mienne et Madame voilà ma Irma, prédiction. c'est ça? De quoi? C'est l'instant Madame Irma, du coup? Exactement. Fais l'instant Madame Irma. Donc je regarde ma boule de cristal. Je prends les données dont j'ai parlé tout à l'heure, cette étude de la PEC, j'en parle beaucoup, mais parce que c'est la plus grosse étude sur le degré de préparation des professionnels RH et des entreprises. Donc 12% des boîtes ont commencé à prendre des mesures. Imaginons que la loi soit là et soit en place en juin. Qu'en juin, et ça, je continue à boule de cristal, par le pouvoir des médias et des réseaux sociaux, et notamment des influenceurs qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense qu'une fois que les lois seront en place, il y aura beaucoup de gens qui vont faire un usage de leur droit à l'information. Ça va différer selon les entreprises, selon le contexte social, selon le côté générationnel. Mais moi, je rencontre des entreprises, et notamment celles dans lesquelles il y a une forte présence syndicale. Moi, je connais une grande entreprise qui me dit, nous, on s'attend à ce que 80% des gens sur la première année fassent usage de leur droit à l'information. Et donc, découvrent comment ils sont payés comparé à la moyenne de leurs collègues. Donc, je pense que ça va amener des changements soudains, potentiellement forts, et que donc, ça va mettre sous contrainte les entreprises qui ne seront pas prêtes. Et donc, je pense que dans ce monde de demain, très schématiquement, c'est très schématique, c'est très manichéen, il y aura celles qui seront prêtes, qui vont vraiment surnager en termes de marque employeur, qui vont être prêtes à avoir les fourchettes de salaire en ligne, savoir répondre aux questions des candidats, qui vont être pourquoi vous avez cette fourchette-là, comment je progresse au niveau rémunération en interne, aux salariés en interne qui vont avoir accès à leurs informations de rémunération, à leur fourchette de salaire, qui vont avoir travaillé sur leurs écarts, donc il va y avoir pas beaucoup d'écarts qui se retrouvent exposés par la transparence. Celles-là vont avoir énormément bénéficié, alors que celles qui ne sont pas prêtes vont vraiment... il va y avoir une vraie dichotomie, une vraie séparation entre celles prêtes et celles qui ne sont pas prêtes, qui vont devoir rusher à la dernière minute. Voilà mon impact. Donc, mais pour celles qui sont prêtes, je pense que ça pourrait être un énorme boost d'attractivité et de rétention. Ça marche. Héloïse? Alors, du coup, difficile de passer après. Tu peux faire ta propre prédiction, Héloïse. Je peux faire une prédiction. Il y avait beaucoup de points intéressants dans ce que tu disais, et ça m'a amené un de notre côté qui est, on voit déjà la tendance du coup sur cette transparence chez les clients. Et donc, comme on a des développeurs, des consultants et consultantes chez les clients, c'est quelque chose auquel ils sont déjà exposés. Le plus d'entreprises le mettre en place, en fait, le plus ce sera aussi des demandes des candidats et candidates. Donc, en fait, aujourd'hui, ça va devenir, et je pense que tu as raison, quelque chose qui pourrait être différenciant. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, parce que du coup, les premières à se lancer créeront plus de lisibilité sur les marchés. Mais du coup, ça va effectivement assez rapidement devenir quelque chose qui sera attendu par tout le monde. Et du coup, ceux qui ne l'auront pas, là, ce sera plus dommageable potentiellement. OK. Du coup, vous parliez tous les deux de préparation, de manière générale, pour éviter le stress, et cetera.
c'est vrai que la question qu'on peut se poser, bon, toi, tu as fait ce travail-là en interne parce que c'est itératif, mais du coup, de manière générale, enfin, en gros, les managers, enfin, qu'est-ce que les managers doivent absolument, du coup, comprendre pour éviter, que la transparence salariale ne génère du stress, de l'énervement, voire même du rejet, du coup? Donc, qu'est-ce Je qu'on pense peut qu'ils en dire vont, sur je le sais pas sujet? ce qu'ils vont devoir déjà avoir du soutien de RH qui vont devoir commencer à les aider, à les former sur ce sujet-là. C'est pas un sujet facile, l'argent. Et en plus, surtout en France, hein, c'est un des pays les plus Ouais, je veux tabous dire, qui surtout en France, existent sur c'est la France. l'argent, c'est ouais, c'est un sujet quand même, hein. Ouais, pour plein de raisons historiques, culturelles propres aux pays, notamment latins et Mmh. européens, et même encore plus en France avec le rapport au mérite, etc., qui fait que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ça peut être perçu comme étant honteux, etc. Enfin, il y a plein d'éléments culturels, on ne va pas forcément rentrer dedans. Les managers, ils doivent être formés et accompagnés parce que c'est eux qui vont être en première ligne pour justifier, expliquer les décisions et devoir justifier de leurs décisions ou de potentiels écarts avec les collègues ou la moyenne des collègues, etc. Et donc, un des éléments essentiels de la préparation, c'est d'aller les former. C'est d'aller former les managers, c'est aussi d'aller former, j'en parlais, les recruteurs parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de questions candidates et Ouais, ce candidats. que j'allais dire, ouais, c'est vraiment, Même vraiment les important. RH qui vont être évidemment à répondre, mais c'est aussi les managers qui vont être en première ligne pour avoir de plus en plus à se justifier de leurs décisions de rémunération. Et ça, c'est un point essentiel de la préparation. OK, ça marche. Et Ouais, pour et du toi, coup, Héloïse? je trouve que tu as eu pas mal, enfin, plusieurs points intéressants, c'est-à-dire que c'est souvent un sujet qu'on voit comme soit RH, et du coup, voilà, mais du coup, ça va être un sujet collaboratif, réparti au sein de l'organisation. Et ce qu'on est en train de se dire, c'est que il va falloir que tout le monde soit impliqué dans soit les décisions qu'on prenne collaborativement, ou en tout cas comprennent comment le modèle a été créé, qu'est-ce qui est important de mettre en place. Donc, en fait, ça va amener aussi beaucoup de pédagogie, du coup, de notre part. À tous et toutes. Et il y a une partie dont on n'a pas encore amené, c'est que la rémunération, c'est un sujet qui est émotionnel. Et donc, du coup, voilà, le fait de dire à la fin de chaque année ou par trimestre, selon comment chaque ESN fonctionne, tu as augmenté ou tu n'as pas augmenté, ça a derrière un impact émotionnel pour la personne. Donc ça va être aussi quelque chose qu'on a déjà, mais du coup qu'on va devoir aussi anticiper avec ces potentiels changements. Et là, du coup, tes équipes aujourd'hui, là, à l'instant T, ils le perçoivent comment, du coup, cette grille? Est-ce qu'ils l'appréhendent? Est-ce que c'est quelque chose qui sont volontaires? Est-ce qu'ils participent volontiers aussi? Ou est-ce que tu es plutôt en mode, on subit et puis, du coup, on suit, du coup? Alors, en tout cas, nous, en interne, on a eu beaucoup de questions et des demandes sur le sujet. Donc, c'est un sujet qui est vraiment attendu, pour le coup. OK, Et pour tout ce que disait Virgile, pour la partie voilà, équité, en fait, pour donner vraiment du cadre et de la lisibilité. Et on a des questions aussi bien des élus que du coup des salariés. Donc, c'est vraiment quelque chose, je dirais, d'attendu. ça marche. OK. Parfait. Du coup, dans le chat, si vous voulez déjà poser quelques questions, parce qu'on a presque fini, ce live, n'hésitez pas à nous submerger de questions et de toute façon, si on n'a pas le temps de tout répondre, à la suite, on enverra tout ça à Virgile et à Héloïse. Ils prendront le temps de vous répondre. Et donc du coup, pour, clôturer ce sujet passionnant, si chacun de vous deviez, résumer, qu'est-ce qui va différencier, enfin qu'est-ce qui différencie une ESN qui subit la réforme justement, on en parlait, qui en fait un levier d'attractivité? Et si on pouvait donner un seul conseil aux dirigeants d'ESN pour 2025, ça serait lequel? Héloïse, je te laisse la main, étant donné que c'est le sujet des ESN et Virgile complétera cette fois-ci. Je dirais que s'il y a une chose à garder en tête, c'est que c'est un processus qui prend du temps. Et que donc du coup, voilà, on parlait de juin 2026, donc la directive n'est pas encore retranscrite dans le droit français, mais on sait que ça va venir. Nous, pour la partie grade et réflexion collective sur quelles sont les différentes compétences, quel est l'impact client, etc. On a mis plus d'1 an en fait à réfléchir tous ensemble et on est encore en train d'itérer. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est à réfléchir ensemble, c'est quel est le modèle que vous souhaitez mettre en place ou dont vous avez besoin dans votre organisation, parce que ce sera ça le cadre de référence pour derrière la partie salariale. Ça marche. Du coup, Virgile? Ouais, Héloïse, elle a triché, elle a piqué mon argument de dire commencer tôt, mais je vais donner un point, un point dont on n'a pas parlé qui va en fait appuyer cet argument-là. C'est que c'est pas qu'un sujet de rémunération. Et pourquoi? En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, regarde, prenons le sujet des augmentations de rémunération. Donc on dit, OK, maintenant toute décision de rémunération, tout écart va devoir être basé sur des éléments objectifs. Ce que font la plupart des boîtes qui réfléchissent à ça, ils disent, bon, bah, par exemple, on va faire
des entretiens annuels où on va évaluer la performance. On servira de la performance ou de la maîtrise de poste et des compétences comme un des éléments sur lesquels on va se baser pour faire décider des augmentations. Ce qui est très sain, et ce que font la plupart des entreprises qu'on accompagne. Mais vous voyez bien le sujet, parce que c'est que ça va augmenter le degré de tension sur les entretiens annuels notamment. Parce que quand les salariés vont leur dire, bon, Julien, en fait, tu n'as eu que 0,5 parce qu'aux entretiens annuels, tu as eu telle note, et donc tu n'as que 0,5 d'augmentation ou 0. Les salariés, parce que c'est ce qui va arriver avec la transparence, tout de suite, ça va créer un degré de tension sur, attendez, qu'est-ce qui fait que j'ai bien été évalué? C'est quoi notre processus d'évaluation? Je pense que ça n'a pas été équitable. Et donc, ça va créer de la tension. Via la transparence de rémunération, on a déjà dit que ça va créer de la tension sur le système de grade, de classification des emplois, de niveau. Ça va créer de la tension sur les entretiens annuels. Ça va créer de la tension sur ce qu'on appelle sur les compétences attendues. Et via la rémunération, en fait, ce n'est pas qu'un sujet de rémunération pour être prêt, ça va toucher des systèmes RH sous-jacents, ce qui renforce le fait que, comme disait Héloïse, il faut se préparer à temps. Ok, parfait. Trop cool. Merci en tout cas pour vous deux. Maintenant, je vous propose qu'on va peut-être passer aux petites sessions questions-réponses qui ont été posées du coup dans le chat. Il y en a une qui me vient là directement, c'est il y a un minimum de personnes dans un grade pour transmettre la moyenne des REM s'ils sont 2, par exemple. Ouais, c'est un super point. Alors, la directive, elle n'en parle pas de minimum. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça renvoie encore au changement culturel. Donc, je dis par exemple, la Finlande et les Pays-Bas ont dit, vous savez quoi, même s'il y a 2 personnes sur le même poste, chaque personne pourra demander sa différence entre sa rémunération et la moyenne de sa catégorie, mais ils sont que 2, donc de facto connaîtra le salaire de ses collègues. Et ce n'est pas un bug, ils ont juste dit, dans ces cultures-là, le droit à l'information d'une personne est supérieur au droit à la confidentialité de son collègue. Culturellement, en France, ce ne sera pas le cas. Pareil, quand j'en parlais avec le conseiller de la ministre en juillet dernier, on semblait itérer vers on ne mettra de moyenne que s'il y a au moins 3 hommes et 3 femmes dans la catégorie. Ok. Donc, on ne se retrouvera pas dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là. Tu as un avis, toi, sur le sujet, Hélo? Je pense que du coup, alors j'ai un avis. Alors du coup, ce que Virgile dit, du coup, enfin, nous a dit, c'est le contexte. Après, je pense que c'est un point très intéressant parce que souvent, quand on fait des études ou des surveys en interne, on dévoile jamais les résultats s'il n'y a pas au moins 5 personnes pour du coup qu'on puisse pas identifier les gens. Voilà, c'était juste ce point-là. Et du coup, tu disais que il y avait pas de, la directive ne mentionnait pas ce type de choses. Ok, ça marche. Il y a une autre question qui me fait sourire, mais c'est tellement vrai pour le coup. C'est la première qui est ici. Il y a certains profils un peu hors normes qui sortent des grilles, des rockstars, du dev par exemple. Comment gérer ces cas-là? Ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, en fait, quand vous réfléchissez un peu, le cas des gens payés trop haut, ce ne sera pas les plus problématiques. De prime abord. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui vont faire monter la moyenne de la catégorie. Encore une fois, on ne donne pas les salaires individuels. Donc, ça va faire, ces gens-là, ils font monter la moyenne de la catégorie. Donc, indirectement, ils vont créer un problème parce que les gens, en montant la moyenne, vont se retrouver en moyenne un peu moins bien payés. Mais une rockstar dans un groupe, une catégorie de 20 personnes, en tant que tel, ça va faire un peu monter la moyenne, mais c'est peanut. Donc, ça ne va pas être trop un problème. Néanmoins, et au contraire, le plus gros problème, ce n'est pas les rockstars, ce sera les gens qui sont largement sous-payés comparé à leurs collègues. Parce que là, le risque est énorme de démotivation, contentieux, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, je dis ça, mais il y a la loi et il y a le changement culturel que ça va amener. En fait, si on se projette dans un monde où de plus en plus de gens commencent à poser des questions, des informations sur comment ils sont payés comparé à la moyenne de leurs collègues, etc. Si on rajoute à ça une question générationnelle où je pense qu'on l'a tous vu en professionnel RH, on le dit, les études le montrent, la nouvelle génération a moins en moins peur en fait, de parler argent et de poser des questions. Et bien en fait, est-ce qu'on ne va pas dans un monde où même si ce n'est pas le sens de la loi, la transparence individuelle, les gens vont juste beaucoup plus se poser des questions sur « Attends, tu gagnes quoi toi? Tu gagnes quoi ?» etc. Ce qui est déjà le cas dans des cultures anglo-saxonnes beaucoup plus. Oui, bien sûr. Et donc, ce salaire de rockstar, même si il n'y aura aucun droit légal pour que les gens le découvrent, juste en parlant les uns les autres, ils vont le découvrir. Et dans ce cas-là, on retombera dans un problème, en effet, de potentielle frustration, démotivation des salariés, de ses collègues. Et du coup, Héloïse, de ton côté, concernant ces types de profils-là que tu as sûrement dû peut-être déjà croiser, et comment du coup tu l'anticipes avec cette transparence? Oui, alors du coup, c'est un sujet intéressant. Alors, la partie, je reprends le wording qui est utilisé, rockstar. J'imagine que c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui évolue rapidement au niveau de ses compétences. Et donc, pour moi, cette personne-là pourrait évoluer aussi dans la grille, mais dans les différents grades, en fait, plus rapidement que les autres. Du coup, ça rejoint la question d'Ina qu'on avait au départ. Oui.
Après, ça ne veut pas dire que ce sera l'unique façon de le gérer et que peut-être en fonction des types de technologies, en fait, il y a plein de façons différentes, je pense, d'amener. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il va falloir, dans notre réflexion, on soit en mesure du coup de l'expliciter. Donc, soit c'est quelqu'un qui évolue rapidement et on se dit, c'est quelqu'un qui est, par exemple, à la fin du grade de senior et qui pourrait très bientôt basculer sur le grade suivant. Ça pourrait être quelqu'un qui est sur une techno spécifique ou voilà. Mais en tout cas, ce sera des choses à prendre en compte, effectivement. Ça marche, parfait. Sarah qui est derrière l'écran, et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je sais qu'on a répondu à certaines questions en cours de route. Je ne sais pas si tu en vois d'autres de ton côté, mais pour moi, ou même vous, Virgile et Héloïse, il y a des sujets sur lesquels il y a Ouais, mais mérite. il y avait une question intéressante qui était, je reprends la question de Lina, qui était notamment à partir de quel écart doit-on justifier pour 2 salariés de même sexe ou le côté individuel? C'est une superbe question que posait Lina parce que, en fait, si on prend le sens de la directive, il y a 2 sujets différents. Il y a les écarts hommes-femmes et après, il y a les potentiels écarts individuels. Sur les écarts hommes-femmes, je rappelle, il y a une vraie obligation si, dans une catégorie de travailleurs, de gens qui font le même poste ou un poste de valeur égale, on reviendra sur cette question-là parce que Karine a une excellente question autour de ça. On a des écarts de plus de 5%. Là, ça déclenche une obligation d'évaluation conjointe des rémunérations, d'aller regarder pourquoi il y a des écarts de plus de 5% entre les hommes et les femmes et d'aller les justifier et si on n'y arrive pas, d'aller les résorber. Au niveau individuel, la loi ne prévoit aucune barrière. Il y a souvent la confusion que ces 5%, ça s'applique au niveau individuel. J'ai souvent entendu, et même de gens qui sont... lundi, j'étais avec une directrice de cabinet d'un grand cabinet de rémunération qui disait, non, les gens ne pourront pas être payés 5% de plus ou de moins que leurs collègues. Non, il n'y a aucune obligation sur le côté individuel. Sur le côté individuel, il n'y a pas d'obligation. On pourrait payer quelqu'un 5, 10, 15, 20, 25% de moins que leurs collègues. Néanmoins, même s'il n'y a pas d'obligation, si vous allez dire à quelqu'un, vous allez payer 20% de moins, qu'est-ce qui va se passer? La personne va dire, pourquoi? Alors, soit vous arrivez à dire, vous savez, en fait, j'adore te prendre un exemple, Julien. Julien, en fait, tu es payé 20% de moins parce que, comparé à tes collègues, tu viens d'arriver sur le poste, en moyenne, ils ont 12 ans d'expérience. Souviens-toi, tu n'as pas de diplôme et pour nous, c'est un critère important en tant qu'entreprise, etc. Donc, voilà pourquoi tu es payé 20% de moins. Il n'y a pas de... La loi ne va pas intervenir pour dire c'est OK, c'est pas OK. Le juge de paix, ce sera le salarié. Est-ce qu'il va accepter cette information ou est-ce qu'il va se dire non, moi je trouve que c'est pas normal ce qu'on me raconte, je suis pas content, ou je vous poursuis au prud'homme et c'est un contentieux. Mais pas de barrière sur ce, et pas de critère de il faut que chaque salarié soit payé un certain montant comparé à ses collègues. Il n'y en a aucun. Ok, ça marche. Et du coup, pour enchaîner sur la question de Karine, justement, qui pour certaines fonctions qui sont assez uniques dans l'entreprise, comment gérer la demande de transparence si on leur dit qu'il n'y a que 2 personnes n'ont pas le droit de savoir? On va voir comment le texte de loi va s'occuper de ce sujet-là. Mais ça nous amène à cette notion de ces mêmes postes ou postes de valeur égale. Et postes de valeur égale, ça sous-entend que chaque entreprise doit dire, c'est pas que les gens qui sont sur le même poste, c'est qu'on doit les comparer des personnes sur des postes qui sont des postes de valeur égale. Donc, on va voir comment on va être transposé la loi, mais ce que font beaucoup d'entreprises quand elles se préparent, elles disent, typiquement, est-ce que tous les DRH de France, donc, ne pourront jamais exercer leur droit à l'information? C'est peut-être pas un bon exemple, parce qu'ils ont déjà accès peut-être aux informations. Tous les directeurs et directrices financières, tous les DAF. Ou alors, est-ce qu'en fait, l'entreprise va devoir dire, mais attendez, c'est pas parce qu'il est seul dans son poste que rien ne s'applique pour cette personne. Est-ce que cette personne-là, en fait, et ce poste-là n'est pas un poste de valeur égale aux autres postes de direction d'entreprise? Et c'est à ça que va être comparée la personne. Et donc, il risque d'avoir un même poste ou poste de valeur égale. Il faut se poser la question, quels sont les postes de valeur égale? Qu'est-ce que c'est dans l'entreprise? Et quand des entreprises font des grades, des niveaux ou de la pesée de poste, elle arrive avec des éléments qui comparent des métiers entre eux, même si ce n'est pas le même métier en termes de valeur. Et c'est ce que le sens de la directive, c'est de ne pas exclure des populations qui seraient trop seules, mais ils sont seuls sur leur poste. Ok, ça marche. Héloïse, tu avais un petit mot à ajouter sur le sujet? Oui, je trouve que c'est intéressant ce que tu venais de dire, Virgile, parce que là on parlait beaucoup du coup des grades à mettre en place pour les consultants, les devs, etc. Du coup, c'est quelque chose à mettre en place en fait pour tout le monde. Ce qui va permettre du coup de pouvoir regarder les différents grades et les différents du coup, niveaux entre eux et de pouvoir répondre à ces points-là. Et effectivement, tu le disais, c'est plus compliqué quand il y a une seule personne qui est sur le poste et que c'est un poste très, très spécifique. Ok, trop bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, je vois l'heure, il nous reste 5 minutes à tout casser. Ça me permet de placer la petite promo de Boon de fin d'année, pour le coup, à savoir qu'on propose un audit à nos prospects, à nos clients.
L'idée, c'est de faire un petit état des lieux de comment vous utilisez Boon pour les clients et comprendre vos besoins pour nos prospects et savoir comment on peut vous accompagner. Surtout pas hésiter, ma collègue Sarah a effectivement mis le petit lien qui va bien, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. De la même façon, ce live sera, retransmis et également, un livre blanc vous sera envoyé, par email. Et surtout, je tiens à dire un grand merci à Héloïse et à Virgile pour cette session. N'hésitez pas à aller les ajouter sur LinkedIn. Je pense qu'ils seront ravis également de vous avoir dans le réseau et de pouvoir, discuter, échanger entre experts sur les différents sujets. J'ai été ravi de participer à ce moment-là avec vous deux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année par avance. Je sais que certains partent en vacances à la montagne, pour le coup, pour ne pas citer Virgile. Profite bien. Héloïse, pareil, profite bien des fêtes et merci à vous tous pour ce moment. Et on Merci vous dit à tout le monde. bientôt. Merci Julien pour l'invitation. Merci à tout le monde pour votre écoute. Merci à Merci. tous. À bientôt. À bientôt.